ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro des interviews du WFC. On est à Lille au centre d'entraînement du LOSC au domaine de Luchin, juste derrière moi Eden Hazard. Pourquoi ? Parce qu'un Belge en cache toujours un autre. On est là pour un gros entretien avec Thomas Meunier, le défenseur du LOSC. Il revient sur toute sa carrière et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Je vous laisse regarder, mais c'est incroyable. C'est un mec du staff ou un joueur de l'équipe. Avant le match contre le Real, il me dit ça va, tu stresses pas. Je dis écoute, quand tu prends 6-1 contre le Barça, t'as plus peur de rien. Thomas Meunier, merci beaucoup de répondre aux questions du WFC. La première question, la plus compliquée à chaque fois qu'on pose, comment ça va Thomas à Lille ? Ça va plutôt pas mal. Ça va ? Oui, bien sûr. Après ma petite blessure la dernière semaine, j'ai du temps de jeu, on fait des bons résultats, on a un bon groupe, le staff est cool. Les installations aussi sont sympas parce que je connaissais Lille mais pas en profondeur. Et franchement, le centre d'entraînement est cool, le stade, les supporters. Je dois dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour prendre du plaisir, pour prendre son pied. Alors je suis très content de faire cette interview parce que je t'ai toujours considéré comme un joueur un petit peu hors système, un petit peu qui aime parler foot. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça, qui dénote un petit peu avec tout ce qu'on peut avoir comme cliché sur le foot ? Moi, je me vois comme quelqu'un de normal en fait. Et je pense que le foot et les médias ont fait en sorte que les joueurs, c'est un peu aseptisé le milieu du football et les joueurs aiment la langue de bois. Donc voilà. Plutôt que de s'ouvrir et créer quelque chose, on préfère la sécurité et une zone de confort où on ne prend pas énormément de risques parce qu'il y a toujours des répercussions. Bon, c'est bien dommage, mais donc moi je me vois en fait comme quelqu'un de normal parce que je dis des choses qui sont normales, qui sont sensées, tandis que beaucoup d'autres, je ne suis pas le seul, mais beaucoup d'autres préfèrent vraiment rester dans l'ombre. Tu vas dire ce que tu penses. Tu vas dire ce que tu penses. Oui, c'est ça. Je ne vois pas pourquoi je le cacherais, parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles non plus. Mais donc voilà, pour moi, j'ai toujours été normal et je ne me suis jamais vu comme un ovni ou quelqu'un de différent. On est là pour revenir un petit peu sur ta carrière, mais j'ai envie plutôt de commencer par la fin, parce qu'on t'a vu quitter le Paris Saint-Germain pour aller à Dortmund. Tu as un peu moins joué sur ta dernière année à Dortmund, tu es parti en Turquie. Bon, là, on se dit, peut-être que Thomas Meunier va peut-être sortir un petit peu de notre circuit à nous, foot européen, etc. Et qu'on le verra peut-être un peu moins. Et tu reviens finalement en Ligue 1, en France, à Lille. Tu tapes les deux clubs de Madrid. Est-ce que pour toi, tu as un sentiment de deuxième carrière, entre guillemets, qui peut commencer ici ? Non, parce que je n'ai jamais fait un trait sur ma première carrière. Je veux dire, non, pour moi, je suis dans la continuité. Okay. Après, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, on joue, des fois, après, j'étais pas mal blessé, etc. Je sens que tout n'est plus comme avant, mais rien n'est vraiment bien différent. C'est juste, c'est au niveau corporel, peut-être un peu plus blessé, un peu plus, ça, la vie familiale et autres. Non, je ne suis plus tout seul en mode autogestion. Maintenant, j'ai beaucoup d'autres choses qui tournent et qui gravitent autour de moi. Et donc, c'est juste différent. L'état d'esprit est différent, le professionnalisme Et par exemple, quand j'étais en Turquie, j'ai joué 24 matchs d'affilée, j'ai fait 10 assists, un but, finale de coupe, etc. Et c'était des super moments. Et j'avais rien perdu de mes 6 mois où j'ai été au placard, entre guillemets, à Dortmund. Et donc voilà, Thomas Meunier a toujours été là, toujours existé. Et si je suis à Lille aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça. Parce que je suis toujours le même, je me donne toujours autant, avec plus ou moins de réussite, certes. Quand tu dis autogestion, ça signifie quoi ? En autogestion, c'est quand tu t'occupes que de toi. Mon époque, par exemple, à Bruges, ou même avant ça, ou quand j'étais en Turquie seul pendant 6 mois, c'est beaucoup plus facile de faire une carrière productive quand on est seul et à s'occuper de soi-même. Et ça, beaucoup vous diront, quand tu as, dans mon cas, marié, 3 enfants, d'autres intérêts aussi à côté du football, et pouvoir mixer tout ça tout en étant productif à 100% dans le football, c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'il faut avoir de bonnes habitudes et autres. Mais faire une grande carrière footballistique ne sera jamais aussi simple que quand on vit seul. Et donc voilà, après on sait qu'on doit faire des sacrifices
et qu'on doit partager son temps entre sa réussite familiale et sa réussite professionnelle. Qu'est-ce qui t'a le plus plu quand tu es arrivé à Lille? On va parler du groupe, mais je trouve que ce groupe mêle parfaitement des jeunes joueurs, de l'expérience, beaucoup de talent. Est-ce que voilà, ton sentiment quand tu es arrivé dans ce groupe? Mais je connaissais pas, j'avais suivi un peu Lille, notamment contre Aston Villa, je dirais en Coupe d'Europe. Et ils avaient fait un parcours assez sympa, ils auraient mérité mieux. Mais je ne connaissais pas tous les joueurs. Il y avait bien sûr les anciens, comme Rémi, comme André, etc., que j'avais croisés quand j'étais à Paris. Mais tous ces jeunes talents, justement, qui sont arrivés, même Ngalayel, par exemple, Fernandez Pardo, je dirais, il y a beaucoup de ressources à Lille et ils ont un vrai pouvoir de conviction. Et on le voit ici dans les années passées, Lini Euro en est le dernier exemple, et je pense qu'il y en aura bien d'autres qui suivront sa courbe. Voilà, ce qui m'a plu à Lille, justement, c'est cette fraîcheur. Entre des plus anciens qui veulent encore tout donner, ce pas des mecs qui sont au Club Med, genre j'ai un contrat de 3 ans maintenant, c'est bon, c'est tranquille. Non, tout le monde est là, tout le monde veut des résultats. Le staff y contribue aussi énormément parce qu'ils sont, ils sont toujours dans la motivation. Le langage est toujours positif et je pense que nous, les anciens, on peut aider à faire grandir des joueurs comme Ayoub, par exemple, qui commence déjà à prendre pas mal de place et qui est un très bon joueur. Et du coup, dans ce staff, il y a Bruno Genesio. Il fait beaucoup parler en France. Est-ce que son surnom de Pep, il le mérite? Est-ce que, voilà, raconte-moi un peu la découverte de ce coach. Après, je pense que quelqu'un qui aura travaillé avec lui sur le long terme pourra plus le décrire que moi. Non, moi, ici, je le côtoie depuis quelques mois seulement. Et après, on juge toujours quelqu'un en fonction de ses résultats. Les résultats sont bons. On perd très très peu de matchs. Il arrive à faire en sorte que des jeunes s'intègrent, et non seulement s'intègrent, mais aussi prospèrent, entre guillemets, dans ce système de jeu. Je pense que c'est quelqu'un qui est convaincu de son travail, et on le voit, il est aussi très très bien encadré, très très bien accompagné. Avec des assistants qui connaissent aussi très très bien le football. Ça, c'est un gros avantage. C'est pas un club de copains, quoi. Donc voilà, c'est quelqu'un d'ambitieux. Parce que quand on voit par exemple l'argent mis sur la table dans des clubs comme Lyon, comme Marseille, comme le PSG, comme Monaco, c'est pas toujours évident de pouvoir justement performer de la même manière que ces clubs-là, qui ont pour moi toujours un léger avantage. Et malgré tout, on le voit, on est top 4, très très proche du top 3, même du top 2. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'on voit qu'il arrive à mettre tout le monde dans le même bateau et à faire en sorte qu'on aille de l'avant. Donc ça, je pense que c'est sa plus grande force. Qu'est-ce qu'il a fait pour te convaincre de venir à Lille? Est-ce que tu as eu des échanges avec lui? Qu'est-ce qu'il attend de toi dans ce groupe? Oui, après l'idée de base, je pense, venait d'Olivier Létang, qui cherchait quelqu'un pour encadrer notamment Thiago Santos. Donc qui s'est gravement blessé. Et qui, voilà, donc moi j'étais là vraiment pour mettre un peu de pression, pour partager quelques matchs, etc. Et faire en sorte que Thiago puisse aussi exploser, parce que c'est aussi un joueur de talent, comme ceux qu'on a cités précédemment. Et voilà, j'ai eu Bruno Genesio au téléphone, il m'a expliqué clairement ce qu'il voulait, qu'il y avait de l'intérêt et qu'ils étaient ouverts à ma venue. Après moi, Lille, c'était pas seulement footballistique, c'était aussi au niveau familial, puisque j'étais en Turquie, que j'avais encore un an de contrat, mais grâce à cette clause libératoire, je pouvais revenir en Europe gratuitement. Et en Europe, ici, Ligue, c'est la Belgique, donc je m'y retrouve complètement. Puis c'est plus joli que Dortmund, hein. On va pas se le cacher. Oui, Dortmund, pour la grande ville industrielle, hein, ça manque un peu de cachet, mais après tout, on peut pas toujours jouer dans les plus belles villes au monde. On va revenir un petit peu au début. Donc, tu n'as pas eu de centre de formation? Non. Alors, ça existe, il y a des joueurs qui n'ont pas eu de centre de formation, mais c'est quand même de plus en plus rare. Donc, justement,
ta vie avant de démarrer ton circuit professionnel, c'était quoi? C'était fait de foot, un petit peu de petits métiers à côté. Alors, on sait que tu as fait des petits métiers à côté de ça, mais si tu peux me raconter un peu tout ça, comment tu arrivais à concilier les deux. Après, j'ai eu 2 années en académie au Standard de Liège quand j'avais 13-14 ans, mais ça a été dramatique. Ah oui? Il y a une chose que je n'ai pas regrettée, et c'est toujours quelque chose que j'ai aimé, c'est être à l'internat. Ça, c'était exceptionnel. Je pleurais pour ne pas y aller, et un peu de temps après, je pleurais pour ne pas rentrer à la maison. Et parce que cette vie sociale, vraiment, je la trouvais enivrante. Mais finalement, au niveau foot, centre de formation, c'était trop pour moi. J'arrivais plus à me concentrer sur les études, entraînement le matin, entraînement le soir, rentrer à 21h30 à l'internat, manger, faire ses devoirs et ça à répétition, c'était contre-productif. Et en fait, ils ont bien vu que j'avais lâché prise et une des optiques de mes parents, c'était d'abord de réussir à l'école avant le football. Donc voilà, c'était la priorité et je ne pouvais pas assurer les deux de manière qualitative. Et donc voilà, après, ça s'est terminé. J'ai été jouer dans un club de national où j'avais 3 entraînements en semaine, voire 2 parfois, parce que les terrains étaient cata. Ça, c'était la vraie vie et c'est ce qui me plaisait. Je pouvais aller avec mes potes au cinéma le mercredi après-midi. Je pouvais aller boire un coup le week-end. Je pouvais aller voir des matchs de foot. En fait, j'avais besoin de cet équilibre entre l'épanouissement social et l'épanouissement footballistique. Et c'est ce qui a fait que j'ai réussi. Et entre-temps, j'ai commencé à grandir. J'ai terminé l'école à 18 ans. Et puis, vu qu'il y avait le foot en national où je commençais à gagner un petit peu ma vie, je voulais pas griller mes chances en fait en allant faire des études. Parce que vu que je viens du Luxembourg, il n'y avait pas énormément d'universités et autres. Donc je devais partir dans une grande ville si je voulais faire des études. Donc je devais aller à Liège, à Bruxelles, à Louvain. Et c'était en fait faire une croix sur le foot parce que je n'allais plus aller à l'entraînement ni rien. Et donc voilà, je me suis dit, je ne vais pas glander à la maison comme un assisté, je vais aller travailler. Et donc là, je suis devenu facteur. Après, j'ai été travailler en usine où je faisais du réassort, des commandes, etc. Enfin, ouvrier, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Et en combinant ça avec l'argent que je gagnais en division 3, j'arrivais à avoir un beau petit salaire et je m'épanouissais ainsi. Et puis finalement, sans penser à quoi que ce soit. C'est ce que j'allais dire, parce qu'à ce moment-là, la perspective d'une carrière professionnelle, elle n'existe pas chez toi. Elle est néante à ce moment-là. Okay. Je suis en Détroit, au fin fond de la Belgique, dans un club où tout le monde déteste venir jouer, parce qu'il y a toujours 2h30 de bus, que c'est le plus long déplacement, qu'il fait toujours froid, qui s'appelle Excelsior Virton, qui a été repris par Kanté, pour info. Et donc, je ne sais pas, du jour au lendemain, un club qui devient intéressé, 2 clubs qui deviennent intéressés. Je mets quelques buts qui font un peu le tour des réseaux, notamment via YouTube, un coup du foulard, une frappe des 30 mètres. Et là, on se dit, le petit jeune, là, il y a moyen de faire quelque chose avec. Parce qu'à vrai dire, je coûte rien. Je coûte rien. Et donc, finalement. T'as quel âge à peu près? À ce moment-là, j'ai 18 ans. Ah, déjà. Ouais. Et tout s'est passé assez vite, à partir du moment où je suis rentré dans le noyau de l'équipe première. Et voilà, après, je fais 6 mois fantastiques. En janvier, je signe au club de Bruges, qui me laisse encore terminer la saison. Et puis en juillet 2011, ça y est, je fais mes débuts professionnels. Et c'est plutôt connu du grand public, mais tu jouais plutôt devant. J'ai été attaquant toute ma vie. Si on donne le choix à des jeunes, ils ne doivent jamais dire « je veux jouer derrière ». Parce que c'était la belle époque. J'étais numéro 10 jusqu'au moment où j'ai signé. Et être joueur libre, en sachant que je suis quelqu'un à la base qui est super créatif. Je faisais des trucs, marquer des buts de coups du foulard en pleine lucarne en match. Ça n'arrive pas tous les jours, mais c'était des trucs que je faisais tout le temps. Et donc après, j'ai signé au club de Bruges, j'ai joué devant quand même pendant 2 ans. Sur les côtés, j'étais plus numéro 10, on avait un mec qui venait du Barça, qui s'appelait Vasquez. Et donc lui, c'était vraiment le 10-10 Barça avec la touch et tout, tu vois. On ne pouvait pas le déloger. Donc ils m'ont mis en 7, ils m'ont mis en 11, ils m'ont mis en 9. Et ça se passait plutôt bien. Et jusqu'au jour où on joue un match complètement éclaté contre le Maritimo Funchal en Europa League. Et notre arrière droit était blessé.
celui qui devait le seconder est tombé malade. Ils m'ont tapé là. Ils m'ont dit, tu veux jouer là à droite? Je dis, bah oui, parce que je ne devais pas commencer le match. Aïe. Et j'ai joué un très bon match. On m'a dit, tu restes là. Et après, comment ça se passe quand tu as 20, 21 ans, tu ne peux pas vraiment dire à ton coach, mec, j'ai autre chose à faire que de jouer à arrière, donc maintenant tu me laisses devant et t'arrêtes de m'emmerder, tu vois. Si tu veux pas dire un truc pareil, donc tu dis, bah ok, si tu as besoin de moi, je suis là. Tu sens que ça switch là, que mince, je vais peut-être jouer derrière finalement. Mais je me souviens, le président et le directeur technique de Bruges, ils viennent me trouver et disent, tu vas rester derrière. Et ta réaction, c'est quoi? Et moi je dis, moi si je reste derrière, c'est pour jouer, tu vas jouer. Ouais. Parce qu'ils aimaient, parce que j'ai toujours couru énormément, etc. J'apportais quelque chose justement offensivement que les backs, enfin les latéraux qui étaient mes concurrents étaient des purs défenseurs, donc ils n'apportaient pas vraiment devant. C'est ce qu'on a vu nous en France, et même quand on a découvert vraiment à l'Euro, c'est cette manière du 1 contre 1 de se sortir d'un pressing et ces grandes envolées que tu avais, gagner 20, 30, 40 mètres balle au pied pour avoir un jet décisif. Donc ça venait sûrement de là. Ben, ça venait de là, parce qu'en étant numéro 10, j'étais habitué à garder le ballon. J'allais à gauche, à droite, je décrochais, etc. Donc j'étais playmaker. Et finalement, je suis resté là et ça s'est super bien passé parce qu'on était une équipe dominante aussi, donc je pouvais m'y retrouver offensivement. Donc je n'avais pas fait une croix sur tout. Et puis finalement, à Paris, ça a été exactement la même chose. C'est que tu joues dans une équipe qui a toujours la possession, avec un bloc super haut. Et là, je me dis, en fait, je joue un peu comme un deuxième ailier avec Di Maria devant moi. Et puis voilà, c'était... J'ai pas fait une concession totale parce qu'on me laissait encore un peu la liberté de pouvoir m'exprimer. Donc voilà, ça c'est ce qui a vraiment changé la donne. Ah ouais, complètement. Ah ouais. Mais à ce moment-là, je pense que j'aurais, même quitte à changer de club, j'aurais vraiment privilégié retourner sur un poste offensif. Mais après, quitte à ce que ce soit un niveau plus faible. Ouais. Ok. Après, je ne pouvais pas cracher dans la soupe parce que ce changement m'a apporté la carrière que j'aurais probablement jamais eue. Je ne pense pas que Paris Saint-Germain serait venu chercher un numéro 9 belge. Ça n'existe pas, ça ne vend pas de maillot, il n'y avait aucune chance. Donc, ils sont venus chercher un défenseur qui, là, voilà, on lui donne sa chance, on ne connaît pas vraiment, on donne sa chance, c'est très très bien passé. Mais voilà, à partir de là, j'étais en équipe nationale, où il y avait vraiment une place à prendre à droite, parce qu'on jouait avec un central. Et puis Paris, Dortmund, Trabzon, Lille maintenant, et toujours en équipe nationale. Donc ça m'a apporté en fait la carrière que j'aurais rêvé d'avoir en tant que joueur offensif. Tu as dû travailler plus que les autres, tu penses, aujourd'hui pour avoir ces résultats et les accomplissements? Échec aussi, parce que ça fait partie de Après, il y a toujours des petits coups de pouce du destin. Tu vois, je pense notamment juste bêtement les vidéos YouTube des buts que je mettais en national et qui faisaient 50 000 vues et qui passaient à la télé parce qu'il y a toujours la petite rubrique but amateur, tu vois un peu. Ouais. Et donc, voilà, pour moi, j'ai eu beaucoup de chance à certains moments au niveau timing et autres. Mais bon, on n'a rien sans rien. Et, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir donné plus que les autres parce que j'ai toujours tout donné. Donc pour moi, c'est la norme. Et que ce soit à l'entraînement, en match, j'ai toujours tout mis sur la table, tout misé. Et je pense que c'est tout simplement le fruit de mon travail avec, peut-être un peu plus de réussite que d'autres. Et du coup, ce côté artiste que tu avais au tout début de ta carrière, est-ce que ça vient aussi peut-être de ta deuxième passion? Mais ma créativité, je suis créatif. Je vois mon fils maintenant, il fait ce que moi je faisais quand j'étais petit. Quand il a du temps libre, il dessine, il peint. Parce que j'ai fait 7 ans d'art appliqué, si tu veux. Ah ouais? Oui, j'ai fait 7 ans d'études d'art. Donc là, il y a des artistes, c'est une interview d'artiste. Ok, on peut s'entendre. Mais non, c'est quelque chose que j'aimais bien. Et j'y avais été... Quand j'ai changé d'école quand je me suis fait virer du Standard de Liège, donc où j'étais à l'école à Liège. Donc quand je suis revenu près de chez moi, j'étais en comptabilité à la base. Et j'avais cette option artistique qui me tendait un peu les bras. Inscription tardive à l'école, il nous reste un peu de place là. J'y vais et j'ai tout de suite accroché. Et là, je me suis retrouvé un peu... Tu sais, c'est liberté en fait. Voilà, je vous donne une thématique, vous me faites ça, et tout sortait naturellement. Un peu comme sur le terrain. Et donc voilà, je me suis dit que l'art et le football, en fin de compte, pouvaient être une bonne combinaison. Et l'esprit que je parvenais à travailler la journée à travers les cours, se reflétait un petit peu le soir à l'entraînement. Puis même dans ta carrière pro, j'imagine que ça reste une petite
bouffée d'air, de profiter de cette passion que tu as de l'art. Oui, bien sûr. Et on essaye moi, j'essaie de la transmettre aux enfants. On essaie maintenant qu'on habite en ville, on peut aller voir des expos. On essaie de leur faire des activités, etc. Et ils sont dans une école aussi où il y a un accent sur l'art. Qui fait pleinement partie de la culture en Belgique. On a pas de bons artistes. Pour en venir à ça, c'est toujours le plaisir, en fait. Si on résume tout, c'est toujours le plaisir qui m'a fait réussir. Et je ne me suis jamais senti forcé de jouer au football ou d'être obligé de jouer au football. J'ai toujours eu l'envie et le plaisir de le faire. Et pour moi, sans ça, ce n'est pas possible de faire une carrière. Et tu commences donc ta carrière pro à Bruges, c'est quand même pas du petit club. Ouais. Hein, ça reste le club le plus connu, je pense, le meilleur club de Belgique. Exactement. Et il y a cette saison 2015-2016 qui va te permettre du coup de jouer l'Euro avec les Diables Rouges. On va te connaître là. Tu vas ensuite signer au PSG. Est-ce que ce championnat belge, cette saison-là, sans parler de l'Euro et encore de Paris, ça t'a permis d'avoir cet épanouissement tactique et technique pour te convaincre que tu pouvais aller plus haut? Mais j'ai jamais douté de moi. C'est un peu, je veux pas être arrogant quand je dis ça, mais j'ai toujours eu confiance en mes qualités. Et je pense que ce qui fait aussi que je n'ai jamais douté, je veux dire, quand j'ai signé de l'Excelsior de Virton, qui était un club de division 3, au club de Bruges, qui était le meilleur club de Belgique avec Anderlecht à ce moment-là, même mes parents n'y croyaient pas. Ils disent, ouais, mais t'es sûr que t'as pas fait un pas trop élevé, t'es sûr que c'est pas too much, d'où tu viens, le rythme, etc., etc. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'en ont parlé, mais j'avais beaucoup d'échos comme quoi, on allait plus vers la tendance Meunier il va se casser la gueule que Meunier il va exploser. Et en fin de compte, je me rends compte que je suis le seul à pouvoir croire en moi à 100%. Et ça a toujours fonctionné. Et donc, que ce soit donc de l'Excelsior Virton au club de Bruges ou de club de Bruges au Paris Saint-Germain, c'était exactement la même chose. C'est une marche encore. C'était exactement la même chose. D'un club moyen d'Europa League à un club favori pour gagner la Champions League, là on saute encore une catégorie. C'est encore plus flagrant. Et c'était exactement les mêmes trucs. Mais le fait d'avoir été en équipe nationale adoucissait un petit peu ces hésitations et ces doutes que les gens avaient. C'est ça. Parce que l'équipe nationale tournait très très bien. Je jouais avec des joueurs comme Eden, comme Kevin De Bruyne, comme Axel Witsel, Marouane Fellaini, Dembélé, qui, eux, jouaient dans des grands clubs et ça ne se voyait pas que j'avais une différence de niveau. Et donc, on l'a vu, à Paris, tout s'est bien passé. Elle se fait comment cette signature au PSG? Qui t'appelle? Comment ça se passe? Comment tu réagis? D'abord, j'ai un accord avec Middlesbrough. Okay. Je venais d'avoir, je me souviens, j'étais un entraîneur espagnol et le directeur technique, c'était Victor Horta, qui est maintenant à Séville. Et donc, il me chauffe. Il m'envoie l'offre et tout. Et mon agent, il me dit, écoute, c'est quand même pas trop mal, quoi. Je veux dire, sportivement, c'était peut-être un poil meilleur que le club de Bruges. Mais c'est pas le club le plus sexy d'Angleterre non plus. Et donc, je me tâtais. Et puis, genre, le jour après, mon agent me téléphone, il me dit mec, tu signes pas à Middlesbrough, on va au PSG. Et là, il me dit va trouver ton entraîneur, demande-lui si tu peux partir. On fait les tests physiques et tout, ils envoient un vol. On était à Bordeaux à ce moment-là, notre camp de base était à Bordeaux pendant l'Euro. Et je cours dans le couloir. Je dis je te rappelle, je cours dans le couloir, je vais trouver Mark Wigmots. Et ancien joueur de foot, donc il sait comment ça fonctionne. Il sait aussi qu'il y a des opportunités qu'il ne faut jamais, jamais refuser ou jamais bloquer. Il aurait été responsable de la non-signature au Paris Saint-Germain, tu vois. Et il m'a dit, fous le camp. Ils envoient l'avion camp, on s'en fout, vas-y, casse-toi, quoi. Je n'ai pas hésité, ils ont envoyé l'avion, on y a été, j'ai signé, je suis rentré. L'affaire était réglée, quoi. Mais à ce moment-là, tu n'as personne au téléphone de Paris? Non, il gère avec mon agent. Il gère tout avec mon agent. Non, il gère tout avec mon agent. Et donc, on y allait aussi parce que toutes les conditions c'était pas fixé. Donc, on y allait aussi pour parler, pour négocier et voir qu'est-ce qui se passait exactement, qu'est-ce qu'il voulait. Et donc, c'est là que j'ai rencontré Olivier, qui était Olivier Létang, qui était président du PSG. Et donc, voilà, l'idée, c'était
on est là. Serge Aurier est là. Il y a Colin Dagba qui frappe un peu à la porte. Voilà, on a besoin de quelqu'un qui offre un autre profil, qui offre un autre football. Tu serais à ta place, quoi. Je sens que je serai à ma place. Et puis, le club de Bruges était devenu à ce moment-là un peu trop petit parce que je continuais de me développer. J'avais 24 ans et… Déjà ? Ouais, déjà. Mais je ne me sentais pas dans ma version finale, tu vois. Et l'équipe nationale m'aidait à combler un peu ce manque et tout. Tu avais besoin de ce step j'avais besoin vraiment après 5 ans au club de Bruges, j'avais besoin de voir autre chose. Et donc voilà, Paris arrive et on fait les tests physiques, on s'entend, on signe et puis je rentre le soir à l'hôtel et c'était réglé, quoi. Et au Paris Saint-Germain, tu connais Unai Emery et Thomas Tuchel. Ouais. Tactiquement, qui t'a mis la plus grande claque parce que tu as quand même une évolution tactique à avoir, une épaisseur tactique à développer. Là, comme ça, sur les deux, qui tu mettrais au-dessus là? Non, Emery, clairement. Beaucoup le pensent, hein. Supporters, suiveurs, que c'était le… Après, il n'y a pas de secret. Je dirais il a gagné 4 fois l'Europa League. Et partout où il a fait des résultats. Le seul problème de Emery, pour moi, c'est qu'il n'avait pas encore à ce moment-là cette gestion de groupe avec des figures, avec des gens qui ont quand même une certaine personnalité, qui ont déjà prouvé des choses, qui ont déjà gagné des choses. Pourquoi tu dis ça? T'as ressenti… Qu'est-ce qui te fait dire ça? Non, parce que moi, j'étais au même niveau que Emery, en fait. On venait d'un club qui était moins huppé, on arrivait au Paris Saint-Germain, donc il y avait cette phase d'adaptation à voir. Il fallait découvrir le club, voir comment ça fonctionnait. Et tu arrives là, et puis bon, 1 an après, il y a Neymar qui signe. Et tu as déjà des Di Maria, des Mota, Thiago Silva, etc. Et c'est tous des mecs qui ont déjà une reconnaissance, qui ont déjà une aura, en fait. Et donc, je pense qu'au niveau de l'intégration de l'entraîneur dans le groupe de joueurs, c'est là où ça a fait un petit peu défaut. Il a jamais eu cette magie du management qui transforme un groupe. Et en fait, c'était quelqu'un de très formel, très tactique, un peu à la Bielsa, je vais dire. C'est un savant du football, Unai. Et moi, j'ai énormément appris au niveau tactique grâce à ça. Qu'est-ce qui t'a appris? Qu'est-ce que tu que ce soit au niveau de l'intransigeance, au niveau des placements, etc. Et j'ai pu le remarquer par la suite avec d'autres entraîneurs que c'était le seul entraîneur en fait qui parvenait à être insistant sans faire en sorte que les joueurs se lassent de ses entraînements. Mais tous ne sont pas capables, par exemple, de s'envoyer des séances vidéo. Tous ne sont pas capables de l'absorber. Toi, tu as été capable de ça? Oui, moi, j'ai été capable de ça parce que je suis quelqu'un aussi d'un poil perfectionniste et j'aime les détails. Et maintenant, j'aime aussi qu'on ne soit pas sur mon dos parce que je sais comment on joue au football et parfois, je sais que je vais faire des erreurs. Et pour moi, ça fait partie du jeu parce que justement, je prône un football un peu plus risqué, peut-être des fois un peu trop de pressing aussi ou ça. Ça, c'est ma façon de jouer que j'essaie toujours d'adapter avec la façon de faire de l'entraîneur et du staff. Mais Unai était pour moi, c'était un génie tactique. Mais là où le bas blesse, c'est qu'au niveau management, il n'arrivait pas à créer cette connexion avec les joueurs. Et Tuchel, la différence avec Unai, ça serait laquelle? Et ça serait que Tuchel s'est vachement bien adapté parce que lui aussi venait d'un club un peu moins huppé au niveau joueur, au niveau star. Il avait une renommée forte quand même quand il arrive, une réputation forte. Ouais, mais après il avait rien gagné. C'est ça. Il avait gagné une Coupe d'Allemagne et c'était moins que Unai en fin de compte. Mais il a été meilleur avec le groupe. Mais Tuchel avait plus ce côté management. Et c'était aussi un très bon entraîneur qui privilégiait peut-être beaucoup plus le jeu. Ce qui plaisait énormément quand tu as des mecs comme Verratti, comme Neymar, comme Mota et autres, je veux dire, c'est des gens qui aiment le ballon. Ils ont faim de ballon. Il ne faut pas leur demander de courir, faire des box-to-box. Tout ça, pour eux, c'est du vent. C'est avec les pieds que ça se passe. Et en fait, ces joueurs-là s'y retrouvaient beaucoup plus dans le système Tuchel, qui, lui, il prônait beaucoup de jeux dans des petites surfaces, beaucoup de 1-2, de combinaisons, de toucher, de passing. Et voilà, c'était un jeu complètement, c'était un style de jeu, on va dire, complètement différent que celui d'Unai. Donc, je suis content d'avoir vécu l'expérience avec les deux entraîneurs parce qu'ils m'ont chacun
apporter quelque chose de différent et j'ai pu les apprécier. Si on revient à Unai, tout le paradoxe de ce coach, il tient en 3 semaines. Ouais. C'est ce match au Parc des Princes contre Paris, contre le Barça, qui est considéré comme le plus beau match du PSG en Coupe d'Europe, ce 4-0, et ce qui se passe 3 semaines après. Ouais, c'est... Après, là, je peux pas blâmer Unai parce que pour moi, c'est les joueurs qui sont sur le terrain à ce moment-là qui doivent prendre leurs responsabilités. Je pense qu'il y a parce que tu vis le bonheur sur le terrain, ce 4-0, ça devait être dingue. En fait, ce 4-0 t'as l'impression que c'était une farce parce que tu mets un 4-0 à Barcelone, Messi ne touche pas le ballon, inexistant. Avec et en fait, qui... et même Adrien, etc. Et tous les joueurs en fait sont en transe. Tu as l'impression qu'on est tous shootés à je sais pas quoi et que tu peux mettre n'importe qui, tout le monde va prendre tarif. Et puis quand tu vas à Barcelone... Tu le ressentais, cet état de grâce à ce jour-là, le 4-0 Ouais, je le ressentais parce que des fois, tu te dis même, mais c'est bizarre que ça se passe comme ça. Parce qu'en fait, on était intouchables. Et tu jouais en championnat avant, c'était un peu en dilettante. Et là, tu mets 4-0 au Barça, et là, tu te dis, oh la vache, qu'est-ce qu'on vient de faire, quoi. Et le Barça finira par se faire sortir au tour d'après. C'est pour ça que vous faites ce repas avec Verratti. Oui, vous êtes en totale confiance. Oui, on est en totale confiance, mais je me souviens encore avoir dit... Parce que cette séquence, elle est folle. Oui, elle est complètement seule, parce que personne ne s'attend en fait, à ce que la chute de l'histoire soit cette débandade là-bas au New Camp. Mais ici, on est à table. Et après, tu sais que tu vas au Barça et que ils ont toujours l'avantage quand ils jouent à domicile. Donc, tu sais que tu t'attends à un match compliqué et tu t'attends même à perdre le match. Et ça paraît logique. En fait, maintenant, tu ne peux pas prendre 6-1, même 5-1, même 4-1, c'est pas possible. Le maximum qu'on aurait dû prendre, en ayant respecté un petit peu, en s'étant respecté, en fait, ça aurait été 3-1. C'est quoi ton vécu de ce match, le récit, l'avant, juste avant, l'échauffement? Comment ça se structure cette soirée? Non, tout se passe bien, en fait, que ce soit le voyage, l'hôtel, la mise au vert, les conseils tactiques, etc. Tout le monde est dans son match. Tout le monde est dans son match. Il n'y a pas de lâcher prise. Non, il n'y a pas de lâcher prise. Et moi, je me souviens avoir dit que Verratti ne perd pas un ballon. Il ne perd jamais un ballon. Et en fait, la première passe du match, Marco, il perd le ballon. Et je ne sais pas, c'est bizarre parce que c'est un enchaînement de passes un peu bancal qui finit... le ballon finit dans ses pieds et puis on ne sait pas ce qui se passe, il perd la balle. Et pour moi, là, ça a été révélateur. J'ai dit, putain, il a perdu la balle. J'ai l'impression de voir Marco perdre la balle pour la première fois depuis que j'étais au PSG, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, tu as eu un press immense. Ouais, la tactique du Barça, elle était claire. C'était, on y va, on arrache tout. On n'a rien à perdre, on part avec 4 buts de retard. Donc, ils ont mis un pressing de fou et en fait, on s'est juste retrouvé acculé. Sur le but de Sergio Roberto, tu réagis comment? Je suis sur le banc à ce moment-là. Ouais. Je pense que c'est Krikoviak qui monte à ma place. Et en fait, je réagis, je suis abattu dans mon siège avec le New Camp qui explose en face de moi. Et tu sais, vu que t'es à hauteur pelouse, en fait, au niveau du banc, et là, tu as un spectacle devant toi et tu te crois au théâtre. Tu as l'impression d'être dans la pub Mastercard là, de la Champions League où en fait, tu sais, tu as tout le monde qui crie et tout. Et c'est ça en réel, en fait. Et là, tu te dis, putain, ça vient d'arriver, quoi. Et tu as envie de chialer, mais tu n'y arrives pas. Tu es dépité, dégoûté. Et là, tout le monde se regarde, tu vois, un peu un chien de faïence. Et tu as le coach qui est comme ça, il tourne en rond, il ne sait pas où se mettre. Et après, tu rentres au vestiaire. Et là, c'est des funérailles, quoi. Il n'y a pas un mot, rien. Et puis, tu t'acquiesces, en fait. Et toi, dans ta manière d'aborder les grands rendez-vous, ça t'a marqué quand même parce que tu as joué beaucoup de grands rendez-vous après. Hein. On va en parler, mais je pense que moi, je suis joueur de foot, je vis ça. Dès que je mets les pieds sur un terrain, en fait, je me dis, peu importe ce qui va se passer, il peut y avoir une folie derrière. Ouais, c'est ça. Comment tu le gères? Mais attends, je sais plus si c'est un mec du staff ou un joueur de l'équipe. Avant le match contre le Real, il me dit, ça va, tu stresses pas? Je dis, écoute, quand tu prends 6-1 contre le Barça, t'as plus peur de rien. Là, cette année? T'as plus peur de rien. Ouais, cette année. Ouais. Je dis, t'as plus peur de rien. Et je pense que c'était avec Antonin, le préparateur.
Et bon, il rigolait, tu vois, mais à vrai dire, c'est un peu ça. Tu sais exactement comment appréhender un match. Et oui, parfois, ça peut se réitérer parce que tout simplement, tu as une équipe qui est plus forte que l'autre. Enfin, je dirais, ça reste un match de football, c'est pas une science exacte, il y a des choses qui peuvent se passer. Tu penses qu'Emery aurait dû quitter le Paris Saint-Germain à ce moment-là? Non, du tout. Non, il avait qu'un contrat de 2 ans. Non, mais bon. Non, il devait aller au fond de son contrat. Par rapport au groupe, tu te dis... Non, mais la débâcle était collective. Okay. C'était pas ni la faute d'Emery, c'était la faute de tout le monde, point la ligne. Et ça aurait été vraiment lâche de sa part de quitter le PSG. Oui, certes, qui était dans une position délicate, mais je pense qu'il a assumé son rôle jusqu'au bout. Et donc voilà, on ne peut pas le blâmer non plus sur ce coup-là. Buffon a dit, il n'y a pas très longtemps, que le PSG qui a joué la saison où vous faites sortir par United, c'était la meilleure équipe dans laquelle il avait joué, de toute sa carrière. Oui, j'ai vu cette interview. Tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu penses de cette sortie et de cette équipe-là qui, on va en parler juste après, mais qui se fait sortir par United? Après je pense que Buffon a une légitimité, une crédibilité. Est-ce qu'il a joué à la Juve aussi? Je veux dire, il a joué dans plusieurs clubs de même standing. Et standing, on parle des équipes de fous. Oui, des équipes de fous. Donc moi, je n'ai pas joué dans un club que je peux comparer avec le Paris Saint-Germain. Pour moi, Borussia est un peu en dessous. Mais moi, tu vois, en suivant extérieur, je me dis, cette écpe-là, c'est la seule où je me dis, elle doit aller. Non, mais moi j'ai découvert des joueurs là. Je dirais, c'était un rêve éveillé pour moi de jouer avec des mecs pareils. Comme Neymar, Mbappé. Et alors, oui, Neymar, Kylian, même Mota, Verratti, Navas au but, Kimpembe, Marquinhos, etc. Maxwell. Pour moi, c'était Cavani. À chaque fois, il y a un joueur qui va me revenir. Mais non, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Et je ne sais pas dans quel club est-ce que j'aurais pu jouer pour avoir le privilège de jouer avec des joueurs qui sont encore plus forts que ceux-là. Le meilleur joueur que j'ai vu de toute ma vie, c'est Neymar. Et j'ai eu l'honneur de jouer avec Neymar. Il représente exactement ce pourquoi j'ai commencé le football, dans la gamme des Ronaldinho, des Ronaldo, de tous ces Brésiliens. Quand tu es gamin, je ne regardais pas Cafu. Enfin, tu vois, j'ai jamais allumé la télé en me disant « Putain, je veux voir Cafu, quoi. Je veux le voir mettre un tacle le long de la ligne. » Enfin, ok, respect Cafu, c'est probablement le meilleur latéral droit de tous les temps. Mais je ne regardais pas les matchs de foot pour lui. Je regardais parce que je voyais Rivaldo, je voyais Ronaldo, je voyais Wayne Rooney, je voyais Beckham, je voyais tous ces mecs qui avaient un truc en plus. Et Neymar avait tout. Il avait tout, il a toujours tout eu. Et c'est le genre de mec qui fait en sorte que tu te donnes à 100%, que tu fais une carrière, tu vois. C'est quand tu vas sur YouTube pour voir des beaux gestes, 75% de la vidéo c'est Neymar et le reste c'est 15 joueurs qui se disputent une petite compile. Donc Neymar c'est difficile d'en parler, mais il offre quelque chose au football que rarement d'autres joueurs ont pu offrir et c'est dommage qu'il n'ait pas pu s'accrocher définitivement à ce standing de ballon d'or en fait. Et pour moi, des fois, quand je revois le match ou la compo de Manchester United, donc cette élimination, je me dis vraiment que, en vrai, est-ce que c'est pas encore plus une dinguerie que le 6-1? On en a reparlé avec Angel Gomez, qui était dans le groupe. Bien sûr. Qui était dans le groupe et qui était sur le banc. Parce que là, cette élimination-là, 2-0 le Trafford, et les boulettes de Buffon, etc., mais je me dis que c'est encore plus une folie ça, pour de se moi, faire sortir de ce Manchester. Autant le Barça, c'était une humiliation, mais face à une équipe qui était quand même... Neymar, Messi, du Barça. Mais là, ici, c'était vraiment une faute professionnelle. Ça, c'était une faute professionnelle, il n'y a rien à dire. Et je me souviens être monté les 10 dernières minutes où en réalité, tu avais affaire à un mur qui jouait le contre à 100%, jusqu'à obtenir ce penalty de Rashford à la fin. Mais en fait, tu as joué face à une équipe qui a été avec le cœur. Beaucoup de jeunes joueurs, des mecs comme McTominay qui venaient un peu de faire leur trou, Romelu, etc. Tu avais un mélange de
de gars fatigués, de jeunes du cru. Tu avais un melting pot de rien du tout avec un coach qui était un peu sur la sellette. Donc voilà, en fait, tu aurais dit que c'était une simulation. Une simulation virtuelle. On essaye des trucs ensemble et on voit si ça match, quoi. Et nous, on est resté... on a affronté cette équipe de Manchester, je pense, avec probablement beaucoup de suffisance, en pensant que c'était déjà fait. Et finalement, voilà, tu as une erreur là, une erreur là, une erreur là. Tu n'arrives pas à marquer, à réduire l'écart. Et puis, finalement, tu perds le match et tu te fais sortir, quoi. Mais ça, c'était vraiment une faute professionnelle. Et dans le foot, encore plus aujourd'hui, le débat de la santé mentale des joueurs, ça déborde même sur les coachs aujourd'hui, mais c'est vrai que le débat de la santé mentale des joueurs est très important. Et quand on connaît des échecs comme... Alors, tu as eu des réussites, mais oui. Le 6-1, Manchester, on va revenir après avec la sélection belge, mais l'Euro, la Coupe du Monde 2018, etc. Comment toi, mentalement, tu as su te préparer? Est-ce que c'est grâce justement à tes passions à côté, à ton entourage, ou toi-même tu faisais un travail spécifique là-dessus? Je pense que j'ai toujours eu la chance de pouvoir faire en sorte que, une fois que le coup de sifflet final est passé, j'ai très peu de regrets, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Parce que je suis assez pragmatique et une fois que c'est fait, l'affaire elle est réglée. Okay. Il n'y a qu'une vérité, c'est celle du terrain. Tu perds le match, tu n'as pas été au niveau, tu gagnes le match, c'était le meilleur, point la ligne. Et donc voilà, à partir du moment où j'ai été pas mal de fois déçu de matchs, mais ça reste jamais vraiment longtemps. C'est pas quelque chose qui me trotte dans la terre et qui. Okay. Non, il n'y a qu'un match qui m'a affecté où vraiment là j'ai eu du mal de l'accepter. C'était le match contre la France en demi-finale où moi j'étais suspendu, mais je me suis senti en fait floué comme si j'avais été sur la pelouse et qu'on m'avait refusé 3 buts qui n'étaient pas hors jeu, quoi. Enfin, tu vois. Et ça c'était vraiment pour moi la pire expérience sportive de ma carrière. C'était vraiment ça. La Belgique. Oui. Parce que c'est une part très importante de ta carrière. Donc on l'a dit tout à l'heure, on te découvre à l'Euro 2016, ta première grosse compétition. Est-ce que tu la considères comme un bon souvenir ou un gros crash, mine de rien? Parce que ce match contre le Pays de Galles, là, on est à Winamax, pas favori le Pays de Galles. Hein. Non, c'est moyen de. Moi, je me souviens très bien de comment j'ai vu ce match. J'adorais cette équipe. Moi, j'ai Eden, etc. Cette équipe était passionnante. Ouais. On redécouvrait, entre guillemets, la Belgique au premier plan. Quel souvenir tu gardes de cette Euro 2016 en France? Un très bon souvenir, parce que c'était la dernière touch qui a pu convaincre le Paris Saint-Germain de me signer. Parce que j'avais fait un très bon Euro. Le premier match contre l'Italie, je n'avais pas joué. C'était mon premier grand tournoi. C'était Laurent Simon qui jouait à droite. Et puis, deuxième match, le coach vient me trouver. Il me dit ouais, à partir de maintenant, tu joues. On a besoin de créativité, on a besoin de déclencheurs. Fais-toi plaisir. Et en fait, ça s'est super bien passé dès la première seconde. Et c'est ce qui a fait que le PSG m'a signé. Donc, pour moi, l'Euro 2016, ça a été mettre le pied à l'étrier du top européen. Et tu parlais de faute professionnelle tout à l'heure avec Manchester, le Pays de Galles. Oui, Pays de Galles, oui. Après le but de Radja, c'était une frappe, je pense, des 20 mètres en pleine lucarne. Et là, tu te dis, bon, c'est bon, on va dérouler, quoi. Alors, on venait de battre la Hongrie 4-1, je pense. Et en fait, ouais, c'est un peu dans le même principe. Où tu es tombé contre une équipe super combative. Ils ont tout donné, beaucoup d'impact physique, beaucoup d'agressivité. Et nous, on se regardait un petit peu jouer sans forcément amener le danger. Et en fin de compte, je me souviens du but de l'attaquant qui fait un geste technique, genre fin de corps, prend la balle par derrière, etc. Et on tombe tous dans le panneau de sa fin de corps. Et puis il marque et là c'était terminé. Donc c'était un peu la même chose. Ouais, faute professionnelle, non, face à une équipe qui pour moi était quand même meilleur que le Manchester qui va affronter de Paris. Est-ce que c'est une première... Alors c'est peut-être violent, mais parce qu'il y a la demi-finale de Coupe du Monde 2 ans après, mais est-ce que c'est déjà une première rupture dans cette génération complètement dingue de la Belgique? Non, du tout. Non, du tout. Parce qu'il y a eu un recommencement après avec Martinez, qu'on a changé de coach, qui a vraiment renouvelé, qui a changé le système, etc. et qui a encore mis plus en avant les qualités
les qualités footballistiques des joueurs qui composaient le noyau de l'équipe nationale à ce moment-là. Et dans un système à 3 derrière, où moi personnellement je jouais comme un ailier, et je ne me suis jamais autant plu en équipe nationale que dans ce système-là, et avec Martinez qui parvenait à mettre en avant en fait, les capacités et les qualités de tous les joueurs présents. Et justement, pour moi, ça a été l'Euro en France. On a trébuché pour se relever et se mettre à sprinter, quoi. C'était pour moi vraiment le top du top, la meilleure période. Parce que la Coupe du Monde 2018, avec le recul, vous étiez la meilleure équipe, non? Ouais, bah, clairement. Ouais. Même on en a reparlé dans le groupe, etc. Parce qu'ils aimaient bien vanner. Sam est ici, c'est lui qui a marqué contre nous. Ils aiment bien vanner, mais tout le monde dit putain, vous y rêvez. Vous y rêvez footballistiquement, etc. Vous étiez les meilleurs. Je veux dire, quand tu reviens d'un 0-2 contre le Japon, tu gagnes 3-2 sur une action exceptionnelle. Après, tu bats le Brésil. Et en fait, le match contre la France était décevant parce que c'est pas comme si tu t'étais fait surclasser. En fait, tu perds un vieux 1-0 sur une phase arrêtée. Et c'est dur de sortir comme ça. Et maintenant, heureusement pour nous, la France gagne la Coupe du Monde à ce moment-là. Donc tu te dis, tu as quand même perdu contre le vainqueur. Chapeau à eux. On n'aura pas été ridicule. Mais oui, c'était décevant parce que c'était vraiment notre chance. Et malgré tout, le côté positif, c'est qu'on a écrit l'histoire du football belge puisque on a terminé 3e, qui est la meilleure position qu'une équipe nationale belge ait pu obtenir dans l'histoire du foot. Nous, on aime bien rabâcher ce qu'a fait Zidane en 2006 contre le Brésil, c'était extraordinaire. Ce qu'a fait Eden Hazard en quart de finale contre le Brésil, j'ai revu le match il n'y a pas longtemps. C'est toi qui étais sur le terrain, et moi que tu me racontes parce que c'est moi en performance individuelle en Coupe du Monde, bah, j'ai rarement vu ça. Eden et Romelu, ce match-là, m'ont vraiment sidéré. Autant De Bruyne met un but magnifique, il a été moins mis en avant, mais la tactique du coach était vraiment, il faut absolument les sortir de leur pressing et faire en sorte de, quand on récupère le ballon, de les faire courir. Et donc il disait, Eden, quand tu restes là, sur la ligne, tu te colles à la ligne, le plus haut possible, sur les derniers défenseurs. Romelu, pareil. Et dès qu'on avait la balle, on jouait avec eux, et ils gardaient les ballons. Il y avait 4 mecs qui venaient sur eux et Eden, il driblait tout le monde. Il n'y avait pas moyen de lui prendre la balle. Le mec était dans sa bulle. Et en fait, il a fait tout ce taf pour l'équipe, comme Romelu d'ailleurs, où ils ont vraiment travaillé pour le collectif. Et ils ont fait en sorte en fait, ils défendaient avec le ballon. Et ils ont fait en sorte de nous aider aussi, nous, à respirer, parce qu'on prenait les assauts brésiliens, qui étaient quand même vachement difficiles à contenir. Ça reste le Brésil et finalement, Eden, comme dans tout tournoi, a brillé du début jusqu'à la fin. Et ouais, en équipe nationale, je pense que chaque joueur du groupe qui était à la Coupe du Monde 2018 pourra trouver son match référence dans cette Coupe du Monde. Sur Eden Hazard, il fait partie des plus grands talents, j'imagine, que tu as croisés dans ta carrière. Comment, au-delà du terrain et le génie qu'il avait dans les pieds, comment tu le décrirais dans la vie d'un groupe, etc. Non, Eden est top. Eden est top. C'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, en fait. Et il a justement ce recul nécessaire à s'épargner toute cette pression médiatique et autres. Et c'est une des forces d'Eden, c'est que quand il a percé à Lille, on me racontait des trucs où on mettait des petits points des anciens et les mecs essayaient de le savater après. Genre, tu me refais plus jamais ça, etc. Mais c'est Eden en fait. Et le Eden à 17 ans ou à 16 ans, c'est le même que le Eden qui était au Real Madrid. Et toute sa carrière, il a réussi à mettre une distance justement entre toutes ces obligations professionnelles, toutes ces histoires de comportement, de formalité, etc., footballistique. Et il est toujours resté un gamin, en fait, sur un terrain. Et je pense que c'est ce qui a fait sa force, c'est qu'il s'est toujours protégé, voilà, de toutes ces... de tous ces trucs qui peuvent
t'occuper l'esprit et qui ne sont pas forcément très productifs. Tout à l'heure, tu disais que la plus grande peine de ta carrière, c'était le match de l'équipe de France. Si on y revient un tout petit peu là-dessus, comment toi tu as vécu ce match-là, clairement, même sur le terrain, d'un point de vue tactique, d'un point de vue technique, comment Thomas Meunier il a vécu ce Belgique-France? Après, parce que c'est le fait d'avoir peut-être raté un grand moment d'histoire avec ton pays qui a fait en sorte que tu étais peiné? Voilà, je prends la deuxième jaune contre le Brésil. Et là, je sais que je suis sur le terrain toujours en train de jouer contre le Brésil. J'ai dit, putain, je vais encore rater ce vieux match. Et je ne pouvais pas le faire parce que s'il y avait un match que je voulais jouer, c'était contre l'équipe de France. Et bon, finalement, voilà. Ok, sur le moment, je suis déçu, mais pas de regret. J'ai pris la jaune que je devais prendre et on y va, on avance. Que ta plus grande peine soit un match que tu n'as pas joué, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais, ça veut tout dire. Non, ça m'a franchement attristé en fait. Et parce qu'on était tellement proche de quelque chose qui ne s'était jamais passé en fait. C'est ça aussi, cette sensation de toucher vraiment le Graal, d'y parvenir et puis qu'un mec te tire au dernier moment, tu vois. Si tu passes la France, t'es champion du monde. Champion du monde, après on n'est jamais sûr de rien. Bien sûr, regarde bon, avec le Pays de Galles, etc. Tu vois, mais tu as une dynamique de fou, exactement, et l'adrénaline et autres. Et là, tu te dis, putain, si tu passes la France, tu te dis, on leur met 5-0. Hein, tu vois, et maintenant, la France un collectif exceptionnel. Et voilà, je ne suis pas mécontent d'avoir trébuché sur la France. C'est pas comme si tu perdais en demi contre une équipe qu'on n'attendait pas du tout là, tu vois. Comme le Pays de Galles. Le Pays de Galles, par exemple. Mais non, c'était rageant et je suis un mec qui est super patriotique. Je suis même casse-couille avec ça, mais dire la Belgique, pour moi, c'est beaucoup de choses. Et le fait d'avoir perdu ce match, c'était décevant. Justement, tu parles du côté patriote, on va terminer cette interview, mais cette sélection belge, nous, vu de France, on a l'impression que c'est un bordel énorme. Mais vraiment. Et peut-être que ce match de la France a acté la fin de quelque chose de magnifique. Moi, je me suis pris de passion pour cette sélection, les joueurs, etc. Mais là, aujourd'hui, plus les années ont passé, la dernière Euro, la dernière Coupe du Monde, on a l'impression que c'est un bordel énorme. Est-ce que tu peux, pas confirmer, mais expliquer comment ça se passe en dehors du terrain dans cette sélection belge? Est-ce que c'est une sélection compliquée? C'est difficile de réussir là-bas? Non, c'est pas un bordel. Le truc, c'est qu'on n'a pas le même vivier qu'en France. Par exemple, en France, quand tu as 2 centraux qui se cassent la gueule, tu en as 2 autres du même niveau qui peuvent les remplacer. En attaque, c'est la même chose. Au milieu, c'est la même chose. Donc, en fait, vous, en France, ce que vous avez, vous avez toujours un matelas de secours. Je veux dire, quand tu prends ta lienne, tu as direct une deuxième qui vient, et une troisième qui vient, et une quatrième. En fait, donc, tu n'es jamais dans le creux. Tu es ou constant, ou mieux. Mais vous ne pouvez jamais tomber, parce que la qualité que vous avez est juste exceptionnelle. C'est du jamais vu. Tu peux faire 3 équipes nationales françaises qui peuvent terminer dans les 4 meilleures équipes d'un tournoi international. Et nous, on n'a pas ça en Belgique. C'est juste un problème de vivier pour toi? Ouais, clairement. Parce qu'en fait, après cette Coupe du Monde, voilà, il y a quelques joueurs qui ont fait un pas de côté. Après 2020, 2022, c'était pareil. Petit à petit, on a perdu des joueurs qu'on n'a jamais réussi à remplacer. Et pour moi, c'est vraiment ça la plus grosse problématique. C'est que, oui, tu peux remplacer un joueur par un autre, mais est-ce qu'il apporte la même chose? On n'a jamais retrouvé des joueurs qui pouvaient apporter la même chose parce que, voilà, c'est ou trop jeune, ou pas encore d'expérience, pas encore l'expérience aussi internationale ou même en club. C'est difficile de trouver des gars qui peuvent directement t'amener ce qu'un concurrent amenait. Et quand on le voit ici, par exemple, lors des derniers matchs de la Nations League, etc., voilà, on joue qu'avec des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui manquent encore un peu de personnalité, qui ne sont pas guéris. Tandis que, on n'a jamais eu quelqu'un pour remplacer. Comment tu fais pour remplacer De Bruyne? Comment tu fais pour remplacer Eden Hazard? Comment tu fais pour remplacer Romelu Lukaku? Ces mecs-là, c'est des sommités. Il y en a 2 qui sont encore là. Oui, mais ils ne sont pas toujours là. Et en Nations League, ils ont raté la plupart des sélections et tu as vu directement qu'il y avait un souci, tu vois. Et donc, c'est des petits signes comme ça qui montrent qu'on n'a pas... Tu sais, l'Angleterre a aussi énormément de joueurs.
Et on voit que l'Angleterre est toujours au même niveau. Tu vois, ils sont toujours dans les outsiders, ils sont toujours dans les favoris. Et même s'ils ont du mal d'obtenir cette médaille ou ce trophée, voilà, les Anglais ont toujours des joueurs qui peuvent en remplacer un autre. Et nous, on n'a pas ça, en fait. On n'a pas pour moi, c'est la plus grosse problématique d'un petit pays, en fait. C'est que, voilà, proportionnellement, on est 10,5 millions d'habitants. Et tu peux pas former des joueurs comme en France de façon aussi qualitative et aussi récurrente. On forme pas mal de joueurs, je pense, pour un petit pays, un peu comme la Hollande. Mais c'est toujours difficile de pouvoir assurer une course sur du long terme parce que en fait, c'est toujours la même chose. Tu as 10 ans où c'est pas mal, après ça chute, et puis ça revient, et puis ça chute. Et je pense que ce sera toujours comme ça. Tu aimes ton pays? La sélection manque d'expérience? Ah non, mais moi, à la base, je suis repris en sélection. Et juste la dernière fois, j'étais blessé. Voilà, un coach me téléphone, je dis désolé, déchirure. C'est quelque chose de t'installer à nouveau dans cette sélection belge. C'est quelque chose que tu as envie. Tu aimerais la Coupe du Monde, par exemple, la Coupe du Monde aux États-Unis. Tant que je joue au football, je veux être en sélection. Je veux dire, même si je venais à signer en club en D2 ou en Championship, j'en sais rien, j'espérerais toujours être en sélection. Je dirais. Je suis pas le genre de gars qui va faire une conférence de presse en disant ouais maintenant je stoppe la sélection, j'ai assez donné. C'est pas concevable pour moi à partir du moment où ok t'es plus repris. Voilà, c'est quelque chose qui arrive. T'as des joueurs qui jouent mieux peut-être. T'as un système de jeu qui est différent. T'as un entraîneur qui veut donner une autre philosophie et tout. Ok, pas de souci. Mais jamais je me vois dire oui, la Belgique, pour moi, c'est terminé. Je ne peux pas comprendre que quand on aime sa nation, on la sert jusqu'au bout. Et si elle n'a pas besoin de toi, ben voilà, c'est comme ça. Après, bon, je ne fais pas mon service militaire, hein, mais voilà, j'aurais du mal de me voir, je verrais ça un peu comme quelque chose de lâche, de dire je veux passer du temps avec ma famille, ici, ça, ce qui est tout à fait compréhensible. Hein, je veux dire, à partir d'un moment, tu sens aussi que c'est différent. Je veux dire, tu n'as plus 20 ans, etc. Et tu as envie de profiter de choses que tu découvres et qui sont offertes à toi voilà, en grandissant et en étant plus âgé. Mais moi, je me suis toujours dit que je jouais au foot parce que c'est toute ma vie. Et donc, est-ce que je me vois dire non? Je jouerai au foot jusqu'au moment où je serai en chaise roulante. Tu vois, je ne me vois pas dire à 36 ans j'ai la flemme de me lever le matin pour aller à l'entraînement. Si à un moment donné j'en arrive là, c'est où je fais une dépression ou il y a un truc derrière, mais où je vais devenir professionnel au tennis, je ne sais pas. Mais je dois faire un choix. Mais non, sinon, le foot c'est tout pour moi, que ce soit pour la patrie ou pour le club. Voilà, le point final sera toujours sur Internet. Et bien on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Thomas. Magnifique, avec plaisir, pas de souci.